Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Après Pétionville, la mairie de Carrefour annonce de nouvelles dispositions afin de limiter la propagation du coronavirus. Désormais, un nouvel horaire de fonctionnement des marchés est promulgué. Haïti figure parmi les 25 pays dont le Fonds monétaire international FMI a annulé les annuités pour les derniers mois de l'exercice fiscal en cours. Cette dette s'élevait à plus de 4,8 millions de dollars. Comme vous le savez, la chapelle royale de Milo a été ravagée par un incendie dans la nuit du dimanche à lundi. L'Institut de sauvegarde du patrimoine national, ISPAN, alerte les habitants de la zone sur la présence de produits cancérigènes sur ce site. Le docteur Gillian Well conseille à toutes les personnes présentant des symptômes du coronavirus de se signaler au plus vite. Dépistée elle-même positive à la maladie, le docteur Well, actuellement en quarantaine à domicile, a voulu témoigner de l'existence de la maladie en Haïti. Suivez un extrait de son témoignage sur les ondes de Métropole. Je pensais que c'était une rinite allergique d'habitude que je fais. Moi, que je prends médicament, il n'y a pas bon résultat. Et quelque temps, peut-être 2-3 jours après, nous venons la fièvre. Et là, moi, la fièvre, plus on tous sèche, qui paguait un rhume la donne, me dit, peut-être moi, Gillian, ouvre. Une ambulance de la santé publique est venue me chercher chez moi et on m'a amené à l'hôpital de Mirbalais. Là, moi, je vais Mirbalais, justement. Ils ont dit que, justement, que j'ai chance, après que j'ai fait tout test pour moi, tout bagaille, certains examens pour qu'on ait testé pour moi, etc., que moi, pas de gain. En pile lésion, surtout pulmonaire. Moi, j'ai gagné un poumon, mais très peu parce que moi, vini bonheur. Il y a un protocole de base, mais il a adapté le protocole là au cas par cas. Parce que si je suis pneumonie, je ne peux pas occuper pour pneumonie. Par exemple, dans mon cas, je suis en premier lieu azithromycine et je viens renforcer avec augmenté parce que j'ai réalisé que après la radiographie, que j'ai un début de lésion au poumon. Donc, je prends devant tout de suite, je prends tous les deux. Je prends azithromycine plus augmenté. Je prends chloroquine pour agir sur le virus là. Je prends chaque 8 heures de temps. Dose, d'après moi, je adapté autour. Non seulement à l'état, mais à corpulence. Je prends 150 mg d'hydroxychloroquine chaque 8 heures de temps. Et puis, je prends un tour oxygène. Pendant 3 jours, prends bonheur, c'est ça qui est important. Pas qu'à dire nous pour nous pas peur, il faut que nous peur. Parce que si nous pas peur, que nous pas courir prendre de vol pour nous bloquer le plus tôt possible, les méchants. Il va gentil du tout les méchants. Donc, l'idéal pour nous, c'est de commencer très tôt. Et moi-même, moi, crois que c'est une plus beau bagaille que j'ai fait, c'est de tout de suite adresser à santé publique, à un médecin qui n'a staff coronavirus. Donc, moi, je relève et me dit, mais ça me sentit, mais ça me gagne. 3 chantiers doivent être mis en œuvre après le passage de la pandémie du coronavirus, selon Ronnie Desroches, directeur exécutif de l'initiative de la société civile ISC. M. Desroches a jugé nécessaire que l'accent soit mis sur l'éducation civique, la réduction du nombre de partis politiques et sur la production nationale afin qu'Haïti sorte enfin du cycle de crise dans lequel le pays se trouve depuis la fin des années 80. Eh bien, il y a un danger dont on ne parle pas suffisamment, mais auquel les dirigeants doivent commencer à penser très sérieusement. Ce sont les menaces de famine dans notre pays. Vous savez que la FAO, au cours du mois de février déjà, et la CNSA, la Commission nationale pour la sécurité alimentaire, nous disait qu'à partir de mars 2020, eh bien 40% de la population allait être en insécurité alimentaire, soit plus de 4 millions d'habitants. Avec le coronavirus, la situation va s'aggraver pour plusieurs raisons. La première, c'est que certainement, il va y avoir des difficultés d'approvisionnement
Vous avez déjà entendu que certains départements, comme l'Écaille, comme la Grand'Anse, ont déjà un petit peu coupé les ponts avec d'autres parties du pays. Oui. Ça veut dire que l'acheminement des marchandises, ça va certainement diminuer. Mais ce qui est plus grave, c'est que nous savons que plus de 50% de ce que nous consommons en Haïti, en termes alimentaires, vient de l'extérieur. Aujourd'hui, nous importons 88% du riz que nous consommons ici en Haïti. Et nous dépensons 900 millions de dollars américains par année pour importer simplement des aliments. Or, cette année, avec le coronavirus, nous ne pourrons pas trouver cet argent pour payer la facture alimentaire, pour plusieurs raisons. Premièrement, les activités ont diminué, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, sans compter qu'avec le pays LOC, il y avait déjà un ralentissement de l'économie haïtienne, et la diaspora haïtienne qui nous envoyait énormément de transferts, jusqu'à près de 3 milliards de dollars par année. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu leur emploi et nous savons aussi que le coronavirus, malheureusement, fait des ravages déjà dans la communauté haïtienne là-bas aux États-Unis. Donc, nous allons avoir une situation alimentaire extrêmement grave. Or, aujourd'hui, il faut que nous commencions à prendre conscience que nous devons changer de comportement en matière de production. Parce qu'actuellement, nous importons et nous ne produisons pas. 3 jours de marché, soit mardi, jeudi et dimanche. Distribution de cache-nez pendant ces jours à raison de 2 par commerçant. Interdiction d'emmener les enfants dans les marchés publics, telles sont les mesures prises par la mairie de Carrefour. Le maire Jude-Édouard Pierre informe également que tous ceux qui tenteraient de passer outre ces dispositions seraient passibles de sanctions. Il a également expliqué que ces décisions surviennent suite à des propositions faites par les jeunes universitaires de Carrefour. Marché Carrefour, seulement a fonctionné pendant 3 jours dans la semaine, non? Mardi, jeudi et dimanche. Mais tout, il a fermé à 3 heures. Il a fermé à 3 heures. Nous avons ouvert le marché à 5 heures du matin. Comme tout marché Carrefour, nous assurons nous avons accès aux barrières. C'est le marché des Cactus, et pardon, marché du Valier et marché des Cactus. Nous déjà prenons décision pour depuis mardi, marché du Valier sécurisé et bien un ensemble de dépôts à Soya que nous allons démolir dans l'entrée marché et construire mettre barrières pour eux rapidement. Nous interdit tout le monde mener si dans le marché. La police recevra instruction pour arrêter et bien conduit par devant la justice tout parent qui fait timoun accompagne timoun en dans marché. Pendant les 10 prochains jours, le temps que éventuellement l'État ou le gouvernement t'a voulu cacher pour nous, moi j'espère ça parce que nous avons fait commande, c'est un polystyrène qui est vraiment imperméable, lui testé avec support l'hôpital Adventiste de Dikini et Safiko. Nous recevons une quantité de matpars que nous remercions Safiko et nous-mêmes nous plaçons commande pour nous fabriquer 10 000 avec priorité pour marchands. Nous allons regarder les modalités dans Bayol, mais toute marchand qui est dans le marché Carrefour n'a pas assuré que la mairie distribue pendant 3 jours marché ouvert pour nous bailler 6 par semaine, donc 2 par jour. Alors que beaucoup de petits commerçants saluent la décision du gouvernement de distribuer des masques, d'autres affirment qu'ils n'en ont pas besoin.
En effet, plus de 90% ne portent pas de masque, selon les constats faits par Métropole lors d'une visite dans les marchés publics, notamment celui de Pétionville et de Télélé. Certains expliquent qu'ils souffrent de troubles respiratoires à chaque fois qu'ils les portent. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. 4 semaines depuis que le virus a été détecté et 40 cas recensés, comment se présente la situation dans les marchés publics? Nous ne savons pas qui j'en masse là, et nous ne savons pas qui j'en de masse, mais depuis son bon masse, nous avons parce que nous avons besoin. Cette disposition tombe à pic de la vie de cette commerçante. À un moment où la maladie se propage sournoisement, le pouvoir en place pense aux plus démunis. Si quelques-uns voient d'un bon œil cette mesure, d'autres y sont opposés fermement, comme ce groupe de petits marchands de différents produits. Même mettez me faire masse, pas président, pas besoin pas président. Nous pas besoin pas même bien importer pour nous. Par contre si l'autre moun apprend même pas besoin. Mas gouvernement ba là li pas intéressé moi. Par contre pour l'autre moun dans marché mais moi li pas intéressé. Pour qu'il pas intéressé, c'est le marché ou vendre. On mettez masse en figure et de temps en temps, on moyen mourir, on moyen en sel, on moyen viande salée et si masse la ko chiffre adresser le format elle. Comment va le manger? L'enfinement il tout était masse, il tout était à tout arranger là toute la figure. Ce mardi est l'un des jours de marché autorisés par la mairie de Pétionville. Les boutiques, les maisons de commerce, toutes les activités fonctionnent à la normale. En revanche, ces petits commerçants qui sont exposés à la maladie parce qu'ils côtoient les clients ne portent pas de masque. Pourquoi? En raison des problèmes de santé, explique-t-il. Je ne vais pas porter masque pour que ça moi-même je respirer. Je ne vais pas respirer parce que moi-même je suis souffrant l'air. Je ne vais pas respirer masque, c'est ça que je ne vais pas mettre. Je connaissais pour un mouchoir la tête pour Marel, je ne vais pas respirer là parce que je ne vais pas mettre. Pour qui ça m'a porte masque bon justement me parfois m'pa respirer la donne et ça que fait m'pa gen acheter et ça que fait m'pa mettre m'pa bien respirer la donne. Un peu plus loin au niveau du marché Télélé, certaines interrogées n'évoquent pas seulement la question du port du masque. Ils dénoncent le danger que représente l'affluence de clients pendant les 3 seuls jours autorisés par la mairie. L'espace est restreint, aucun nettoyage n'est effectué. Toutes les conditions sont réunies pour que le virus se répande, explique-t-elle. Yo ban nous mardi, yo ban nous samedi, yo ban nous jeudi. Regardez moun sou moun. Regardez au marchand, regardez. Moun sou moun. Mais chaque 3 jours nous venons, les nous venons nous avons plus moun. Nous avons plus moun, bah ouais ça les dit chaque 3 jours. Gen plus moun. Puis te fait moun yo vini, Jean te kon venir. Les matin moun là, moun a monter sur moun, moun a boue moun. Moun a poussé moun me dit 2 mètres et puis m'ba ouais 2 mètres là moi même. Les que 3 jours ça arrivé, tout le monde net prend la regarder son équipe. Si vous sortez là pour arriver là ou souhaite un coup petit bouki. Bon d'après moi même, moi ouais c'est maladie qui a plus renforcer sur nous. Un autre point évoqué, c'est le comportement des agents qui sont prêts à tout pour forcer les petits commerçants à rester chez eux. Mettez police marché bay moun yo bâton dans la rue. Marché touyer moun yo peut-être fiel moun yo crasse marché jeter marchandise yo. Égal me connaît ta prend micro pour venir dire nous ça, yo pas prend micro pour dire nous ça, égal c'est rester nous rester la police vini a mettre gaz sur viande moun yo, a maltiriser moun yo c'est pas un bête yo, moi pas remen janvier. Suite aux annonces du président de la République, notamment celles affirmant que des masques seront distribués dans les marchés publics à l'intention des petits commerçants, plusieurs d'entre eux se montrent déjà réticents selon leurs témoignages. Ils sont au courant de la maladie, mais expliquent en même temps qu'ils sont obligés de braver le danger pour pouvoir répondre à leurs obligations. Notons que dans l'intervalle, plus de 90% d'entre eux ne portent pas de masque selon les constats, à un moment où le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis, Portée des Métropoles. Comme vous le savez, la chapelle royale de Milo, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, a été ravagée par un incendie dans la nuit de dimanche à lundi.
Nous avons avec nous ce soir l'ingénieur Patrick Durandis, qui est le directeur de l'ISPAN. Bonsoir, ingénieur Durandis. Bonsoir, M. Claude. Bonsoir aux auditeurs et auditrices de Télé Radio Métropole. M. Claude, merci beaucoup pour l'opportunité que vous donnez à l'ISPAN de pouvoir se prononcer sur cette catastrophe incommensurable. Tout à fait. Bon, je rappelle rapidement que ISPAN, c'est l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, et si quelque chose faisait partie du patrimoine national, c'était bien Milo et le château le palais de Sans Souci et la citadelle, tous merveilleux ensemble. Monsieur Durandis, nous allons aller tout de suite à un point qui ici nous a interpellés, c'est la mise en garde que votre organisme a lancée en disant à la population de ne pas approcher des ruines de la chapelle royale, car il y avait dans la zone des produits cancérigènes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce point spécifique? En fait, à l'époque où on a mis, c'était entre 1930 et 1933, la couverture, donc je parle de la couverture, de la chapelle qui a de l'amiante. L'amiante fait partie de la composition à cette époque-là, de shingles. Donc, j'ai demandé aux gens de ne pas s'en approcher, parce que là, nous sommes en train de mettre en place un protocole pour non seulement clôturer le site, mais en même temps faire en sorte que le ramassage de ces produits dangereux puisse se faire à l'aide de combinaisons pour protéger les gens qui vont les ramasser, et en même temps de les enfouir par exemple, dans un double sarcophage, et afin qu'ils soient à l'abri, afin que tous ces débris soient à l'abri et ne puissent pas, d'une part, contaminer les gens, et d'autre part, contaminer le sol et la nappe phréatique. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'étudier avec certains partenaires pour l'instant. Oui, parce que bon, l'amiante a été utilisée à profusion en Europe et partout, car c'est probablement le meilleur anti-feu, le meilleur coupe-feu qui soit, mais dans le même temps, il a une durée de vie de siècles et de siècles, et surtout, c'est un matériau qui est extrêmement néfaste, surtout pour les poumons. Jusqu'à présent, il y a encore d'anciens travailleurs en Europe qui continuent à mourir de cela. Bon, alors, maintenant, ingénieur Durandis, alors, parlez-nous un peu, dites-nous 2-3 mots sur ce que nous avons perdu, hélas, cette merveilleuse chapelle royale de Milo. Oui, cette merveilleuse chapelle de Milo, comme vous dites, M. Klein, c'est un joyau architectural. Le joyau architectural dans le sens que quand on regarde la chapelle, on voit très bien qu'il s'agit d'une construction néoclassique, mais qui est parfaitement intégrée dans l'ensemble. Quand je dis parfaitement intégrée dans l'ensemble, ce que de nos jours on peut encore admirer. Donc je parle du palais royal, et ainsi que le palais de la reine. Donc, le site, à la construction de ce site monumental, le roi il y avait en principe 28 bâtiments, les casernes, la faculté de médecine, le palais royal, le palais du prince royal, le palais de la reine, bref. En fait, c'était un complexe extrêmement prestigieux, parce que le roi a tout simplement fait les choses en grand, à la manière, comme la citadelle, c'est-à-dire que tout à fait. La personnalité du roi en premier, je ne pense pas qu'il faut
ce n'est même pas la peine de s'éterniser là-dessus. Donc, à travers les monuments qu'il nous a laissés, on voit déjà à qui on a fait affaire. Tout à fait. Parce que sa personnalité transcende encore ce bâtiment-là. Mais ce qui est extrêmement intéressant, je dirais, c'est un patrimoine de prestige. Et ce patrimoine de prestige, l'humanité tout entière a reconnu non seulement le roi Henri Ier, mais aussi le peuple haïtien à travers ce patrimoine et ce legs inestimable qu'est le complexe. C'est tout un complexe. Tout à fait, le complexe qui va depuis Milo jusqu'au Ramier. Donc, et au-delà. Donc, est-ce pourquoi, en 1982, l'État haïtien, à travers l'ISPAN, par le biais de l'UNESCO, a fait classer cet ensemble de 25 km². Et on a classé non seulement les grands monuments du Nord, mais en même temps la faune et la flore, le paysage. Donc c'est tout cet ensemble qui est classé. Et on a fait une spécificité dans le cas d'Haïti, à savoir que c'est un parc habité. C'est ça. Je dirais que là, on a pu faire classer cet ensemble. Donc, c'est une reconnaissance internationale. Oui, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Je ne crois pas qu'on puisse faire plus que ça. On ne peut pas, exactement. On ne peut pas faire mieux. Donc, hier, sans vous cacher, la plupart d'entre nous, comment dirais-je, nous sommes comme des boxeurs sur un ring qu'on a été mis KO. Donc c'est un KO. Mais ce n'est pas seulement nous à l'ISPAN ou bien les techniciens. Mais là, je parle carrément. Le patrimoine, c'est l'affaire du peuple haïtien. Nous, à l'ISPAN, nous ne sommes que des gardiens des techniciens. Ouais. Et on connaît le système constructif, on connaît l'histoire. Donc, bref, on est en train de gérer. Nous sommes en train de gérer pour l'État haïtien, pour que ce soit le citoyen alpha ou le citoyen lambda. C'est ça la question. Donc, et surtout pour les générations futures. Mais exactement. Mais exactement. Yeah. Mais c'est exactement ça. Parce que le but de l'exercice, c'est de pouvoir marquer toute la génération et afin de revendiquer et de leur dire ce que nous sommes. Et on ne peut le faire qu'à travers le patrimoine bâti, qui justement, ce patrimoine prestigieux est un patrimoine extrêmement parlant. Ouais. Et moi, je me suis retrouvé, justement, il y a une trentaine d'années de cela, jeune architecte, j'ai été visiter le Nord et je me suis retrouvé à l'ISPAN tout à fait, je dirais par hasard, parce que j'ai été tout simplement subjugué par ce que j'ai vu. Non seulement la ville du Cap, mais en même temps, les grands monuments du Nord. Et j'ai demandé, écoutez, qui est responsable de tout ça? Donc on m'a dit que c'est l'ISPAN. Et c'est ainsi que j'ai intégré les l'ISPAN. Voilà. Oui, et vous avez tout à fait raison de rappeler ces choses, ingénieur Durandis, et ce serait peut-être aussi l'occasion de tirer un coup de chapeau à monsieur Albert Mangonèse, qui a été à l'origine de la rénovation de la citadelle, qui reste quand même... on a parlé à un certain moment de classer la citadelle comme 8e merveille du monde, hein? Exactement. En fait, si je dois vous parler de l'architecte Mangonèse, je pense que l'émission ne suffira pas. Oui, oui. D'ailleurs, je vous arrête tout de suite parce que précisément, cette interview se fait dans le cadre de Métro News et malheureusement, nous sommes un peu limités par le temps. Peut-être, essayons de faire une projection rapide pour demain. D'abord, quelle est l'étendue des dégâts que vous avez constaté, et y a-t-il un espoir un jour que cette chapelle royale puisse être non pas rénovée mais restaurée?
En fait, c'est ce que je disais au ministre de la Culture et à tous les ministres avec qui. Et tout à l'heure, enfin, il y a environ 2 heures de temps, j'étais parmi eux, avec la commission interministérielle de gestion du parc. Et je leur ai dit, mais écoute, nous sommes, la convention qu'on a signée et le classement, nous lie pratiquement, nous sommes point de pied liés par la convention de 1972. À partir de ce moment, étant donné qu'il s'agit de monuments classés patrimoine de l'humanité, donc on a pour devoir de reprendre à l'identique. Oui, donc une rénovation et non pas une restauration, pardon, et non pas une rénovation. Il n'y a rien de nouveau, vous refaites à l'identique pour respecter, c'est ça. La convention que l'État. C'est ça. Mais nous sommes dans une conjoncture particulièrement difficile. Je pense que les citoyens ne s'attendent réellement pas à ce que la construction revienne demain ou après-demain. Bien sûr que non. Nous, de notre côté, nous, à l'ISPA, ce qui est extrêmement intéressant, parce que, en fait, que ce soit les techniciens qui, aujourd'hui, sont des fonctionnaires, ou les autres qui sont des retraités et des experts nationaux, se sont volontairement mis au service de la nation en me disant hier, écoute, Patrick, donc, et ne vous en faites pas, nous sommes avec vous, on peut monter les dossiers, on peut faire les études, et tout cela, nous sommes en train de remettre à la nation l'opportunité qui nous a été offerte, mais une opportunité extraordinaire d'apprendre ce qu'on a appris au sein de l'institution. Donc, je peux vous dire aisément, M. Klang, et l'ISPA a à sa disposition aujourd'hui, je dirais, près d'une vingtaine d'ingénieurs, d'architectes et d'experts nationaux et internationaux, des gens qui connaissent l'histoire du bâtiment, le système constructif. Donc, de ce côté, il n'y a pas à s'en faire. D'ailleurs, j'ai promis au ministre de la Culture un dossier dans une quinzaine de jours. Magnifique. Je pense que aisément. Magnifique. Je pense que aisément, avec ce qu'on a, parce que de 1980 à 1990, on a fait pratiquement tous les plans. On a fait des études. En tous les cas, je vous remercie infiniment pour ce compliment en disant magnifique. Parce que, justement, je suis passé là bord. Il y a plein de gens qui maîtrisent aussi bien que moi, sinon mieux que moi, certaines facettes du bâtiment. Une dernière question, ingénieur Durandis, une question un petit peu matérielle, un peu matérialiste. Est-ce que les liens qui vous lient à l'UNESCO sont aussi une garantie que l'UNESCO va participer financièrement à la restauration de ce bâtiment? Nous sommes en train d'explorer cette piste parce que et cette possibilité existe en effet. Lors de la récupération lors des premiers travaux de 1980 à 1990, l'UNESCO a participé aussi financièrement, et ce que les gens ne savent pas, l'UNESCO a participé aussi financièrement dans la restauration de la citadelle. Donc, l'État haïtien n'était pas seul dans cette entreprise. Magnifique. Eh bien, écoutez, ingénieur Durandis, nous allons terminer cette interview sur cette note d'optimisme. Je retiendrai de ce que vous nous avez dit que pratiquement l'État haïtien est dans l'obligation de respecter le statut de patrimoine mondial de l'humanité. Et que donc la restauration de la chapelle royale de Milo se fera. Bien sûr, pas demain matin, nous sommes dans une situation actuellement mondiale, d'ailleurs, de coronavirus qui ne permettent pas d'être... L'autre bonne nouvelle, c'est que vous aurez comme partenaire l'UNESCO, aussi bien avec leurs experts qu'avec le rapport financier.
Tout ça est de très bon augure. Merci infiniment, ingénieur Patrick Durandis, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je sais que là, vous devez être au four et au moulin, si j'ose dire, avec cette catastrophe qui nous a frappé, l'incendie de la chapelle royale de Milhaud dans la nuit de dimanche à lundi. Merci infiniment et à très bientôt. Je vous remercie, M. Kling, et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, alors c'était l'ingénieur Patrick Durandis, directeur de l'ISPAN. Je rappelle que l'ISPAN, c'est l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, qui nous faisait un peu le bilan de cette nuit tragique de samedi à dimanche, nuit au cours de laquelle la chapelle royale de Milhaud a brûlé. Il nous apportait aussi des nouvelles positives, la garantie de l'aide de l'UNESCO, financière et technique, et l'obligation qu'a l'État haïtien de respecter ce classement à l'ordre, au patrimoine mondial de l'humanité dont la chapelle royale a bénéficié il y a quelques années de cela. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.